Alors, nous allons entamer notre premier chapitre dans le module réseau informatique locaux qui est intitulé Notions sur la transmission de données. Alors, dans ce chapitre, on va voir quelques méthodes ou les méthodes de base de transmission de données, comment on va véhiculer, c'est-à-dire en résumé, comment on va véhiculer l'information d'un point vers un autre et quels sont les modes ou les façons ou les méthodes de faire cette transmission. Et on va distinguer énormément de méthodes de transmission, notamment les transmissions numériques, les transmissions analogiques, les techniques aussi de transmission, les bandes passantes, la rapidité, la modulation, le débit. Tous ces termes, on va les discuter durant ce chapitre. On va aussi parler des transmissions en série et parallèles, et aussi les transmissions synchrones et asynchrones. Et on va terminer par les supports et les moyens de transmission. Alors, comme introduction, la communication dans les réseaux ou dans n'importe quel domaine, la communication, elle va supposer d'exploiter un contenu d'information. Et la transmission va s'occuper de véhiculer entre deux rives un expéditeur et un destinataire. Et bien sûr, la transmission, elle va précéder la communication. On va toujours avoir dans la transmission cette notion d'expéditeur et de destinataire. On aura toujours d'un côté un point A et de l'autre côté un point B. Toujours dans notre transmission, dans n'importe quel réseau, on aura toujours ces deux points. Et puis, on va voir un échange entre ces deux. Alors, cet échange peut être sur un seul sens, c'est-à-dire de A vers B, comme il peut être de B vers A, comme on peut avoir les deux sens entre A et B. Alors, c'est notre point de départ. Lorsque A va envoyer, on va le nommer expéditeur, et A, c'est le destinataire, c'est celui qui va recevoir l'information. Et vice-versa, si B va envoyer, il va passer dans le rôle d'expéditeur et A dans le rôle du destinataire. Alors, entre les deux, ça, c'est l'expéditeur, et celui-là, il est destinataire. Entre les deux, il y aura ce qu'on appelle un canal de transmission. Alors, entre les deux, c'est le canal de transmission, c'est-à-dire que c'est le support utilisé pour véhiculer l'information ou véhiculer un signal depuis l'expéditeur A vers le destinataire B. Et ici, dans ce canal de transmission, on va utiliser certainement des méthodes pour effectuer cette transmission parce que notre but de base, c'est que on va recevoir l'information de A vers B en moins de temps possible avec une vitesse très élevée et aussi recevoir la totalité de l'information qui est transmise. Par exemple, si je vais envoyer un signal sinusoïdal de cette forme-là, je dois le retrouver tel qu'il est dans B, malgré qu'il a subi un trajet de transmission par rapport au canal. Notre but essentiel à travers la transmission, c'est préserver au maximum ce signal et aussi le transmettre de A vers B dans les délais ou dans les plus brefs délais pour atteindre la destination qui est. Alors certainement, dans la transmission, on ne peut pas avoir directement le message qui est envoyé à l'instant T qui va arriver au même instant. C'est-à-dire que je vais avoir un certain décalage entre l'instant de transmission et l'instant de réception. Entre T1 et T2, on va avoir un certain décalage. C'est-à-dire que dans le cas idéal, T1, il est égal à T2. Et le cas idéal ici, c'est un cas imaginaire. On ne peut pas avoir ce cas qui va réagir parce que on ne peut pas envoyer l'information à un point
et avoir directement l'information qui sera transmise au même instant. Mais on va avoir un certain décalage entre T1 et T2, et ce décalage, on l'appelle dans les réseaux, on l'appelle la latence. Alors, notre but ici dans la transmission, c'est de réduire au maximum la latence, c'est-à-dire avoir un décalage entre T1 et T2 qui est le plus petit possible. Parce qu'on ne peut pas le rendre à zéro. Il n'y a pas une méthode de transmission qui va nous rendre la latence qui est égale à zéro, mais on va essayer de tendre cet écart vers zéro, c'est-à-dire se rapprocher du zéro à, tant qu'on peut. Alors, il y a des normes à respecter lors des transmissions. Alors, ces normes-là, c'est par rapport aussi au support de transmission et aussi c'est par rapport aux mécanismes ou aux normes établies par les organismes internationaux. Alors, ces normes-là, alors dans ces normes, on va avoir des organismes qui vont nous représenter ces normes, qui vont établir ces normes, et notamment l'organisme ISO, qui est International Standard Organization, qui s'occupe de la standardisation des transmissions. Et là, on va avoir des normes appliquées un peu partout dans le monde. Si je donne un exemple, pour le signal téléphonique, je vais avoir une bande passante limitée, et cette bande passante aura 3 kHz de 0 jusqu'à 3 kHz, et je vais avoir 3 kHz comme norme partout dans le monde. Et cela, ça a été établi par le ISO et aussi par l'autre organisme qui va s'occuper de la télécommunication, parce que le ISO, on va le trouver dans n'importe quel domaine de la vie. La standardisation, elle est un peu partout dans le monde. Il y a énormément de normes dans le monde. Et il y a aussi des organismes qui sont spécialisés, comme par exemple le UIT, qui s'occupe exclusivement des télécommunications et des réseaux. Et là, on va avoir des normes spécifiques par rapport à ces organismes. Il y a d'autres types oui, il y a d'autres organismes, mais les plus connus sont le ISO et le UIT qui sont très réputés. Alors, voici quelques notions d'historique. Depuis les réseaux ou l'invention du télégraphe jusqu'à arriver à l'invention d'Internet et puis l'invention des réseaux haut débit jusqu'aux années 2000. Et maintenant, on est sur une lancée, c'est-à-dire en 2020, c'est l'invention des réseaux 5G, la cinquième génération. Alors, on est actuellement en cinquième génération et on a passé de l'invention du télégramme jusqu'à l'invention de la cinquième génération actuellement dans le monde en 2020. Et la cinquième génération, c'est rendre tous les objets de la vie connectables. C'est le principe de l'Internet of Things, c'est-à-dire que je vais avoir n'importe quel objet dans le monde qui sera connecté. Et s'il est connecté sur un réseau, je peux le commander à tout moment. C'est le principe général de la cinquième génération. Elle nécessite énormément de vitesse de transmission, énormément de bandes passantes, énormément de débit. On va essayer de l'expliquer par la suite et voir la différence entre ces générations. Alors, notre principe de base dans la transmission, on aura toujours d'un côté un expéditeur. Alors,
on aura d'un côté un expéditeur qui est représenté dans le réseau par un ordinateur ou là par n'importe quel objet connecté, c'est-à-dire n'importe quel objet que je peux connecter au réseau, il est censé être un équipement de transmission. Alors, l'objet de connexion, cet objet, soit un téléphone, soit un smartphone, soit une tablette, soit un ordinateur de bureau, soit un PC portable ou autre, je vais avoir ces objets qui seront connectables, qui vont être ici et ici, c'est-à-dire qui vont être expéditeurs et destinataires. Entre les deux, on va avoir un canal de transmission ou un support de transmission. Quand vous voulez, les deux appellations sont des appellations correctes. Alors, dans le canal de transmission, c'est le support physique, c'est-à-dire que c'est une chose physique qui va nous permettre de véhiculer l'information depuis un point vers un autre, depuis un expéditeur vers un destinataire. C'est à travers ce canal de transmission qu'on va véhiculer l'information et jusqu'à arriver à destination. Alors, ce canal de transmission, il peut être de plusieurs types. On va aller voir par la suite et voir la différence. Il peut être coaxial, c'est-à-dire un fil en cuivre ou là un câble en cuivre. Il peut être une paire torsadée, c'est-à-dire un ensemble de fils qui est raccordé pour transmettre l'information. Ou là, ça peut être aussi actuellement très utilisé la fibre optique. Et la fibre optique, c'est un moyen ou c'est un canal de transmission très puissant en matière de vitesse. On va rentrer dans les détails, voir la différence entre ce câble coaxial et les paires torsadées et aussi entre la fibre optique et déterminer quel est le plus performant et quels sont les avantages de l'un par rapport à l'autre. Alors, entre les deux aussi, on peut avoir des équipements qu'on appelle les équipements d'interconnexion, comme les modems, comme les switches, comme les modulateurs ou les démodulateurs. On peut avoir une association ou un ajout dans la chaîne de transmission. On va ajouter des équipements qu'on les appelle les équipements auxiliaires. Par exemple, dans votre loyer, pour recevoir la connexion Internet, vous avez un modem qui va vous permettre de décoder le signal qui arrive d'Internet. Et si on parle d'Internet, si on a un PC, notre PC qui est connecté au réseau Internet, alors je suis sur un réseau Internet, et dans le réseau Internet, qui est appelé le réseau des réseaux, alors dans le réseau Internet, vous allez pouvoir vous connecter à Internet via un modem. Vous allez avoir un modem, et le rôle de ce modem, c'est de déchiffrer les signaux du réseau Internet. On l'appelle modem parce que c'est l'extension, c'est la définition de modulation et démodulation. C'est pour cela qu'on a parlé, que j'ai dit dans le début de ce chapitre, on aura affaire à quelques notions de traitement de signal. La modulation et la démodulation, ce sont des techniques de traitement de signal qui vont essayer de propager un signal à travers un canal de transmission où on va le booster pour atteindre un point bien déterminé. Parce que la modulation, si vous avez un signal qui a par exemple une puissance limitée, on ne peut pas le propager d'une façon efficace sur le canal de transmission. Alors, on va le mixer ou faire un mixage avec un signal qu'on appelle le signal porteur. Généralement, la modulation avec porteur, qu'est-ce qu'elle va faire? On va mixer ces deux signaux afin d'élever la puissance du signal
Et si je vais élever cette puissance, je vais le propager très vite dans le canal de transmission. Alors, à la réception, le modèle, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous faire l'opération inverse, c'est-à-dire enlever ce signal, parce que le rôle de ce signal, c'est juste faire pousser le signal de base, qui est le signal informatif pour nous. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce signal-là et non pas le signal porteur. Alors, si je vais utiliser le modem d'un côté pour booster mon signal, je vais l'utiliser aussi à la sortie pour faire l'opération inverse, c'est-à-dire faire la démodulation. Et la démodulation implique que je vais récupérer un signal de cette façon-là et je vais soustraire le signal porteur afin de récupérer le signal ou mon signal de début qui est sous cette forme. Parce que le signal porteur ici, ou la technique de modulation, va nous aider à propager le signal qu'on veut le transmettre, c'est-à-dire ce signal-là, à travers notre canal de transmission, mais je n'aurai pas besoin du signal porteur parce qu'il n'est pas informatif pour moi. Ce qui est informatif, c'est ce signal-là. L'information, elle est contenue dans ce signal-là et non pas dans le signal porteur. Alors, notre modem, qu'est-ce qu'il va faire? Il va éliminer le signal porteur et nous fournir uniquement le signal de départ qui est le signal de base qui a été transmis sur le canal de transmission afin que l'expéditeur va lire ce signal. Et c'est la même chose que vous faites sur Internet actuellement. C'est le même principe parce que vous allez avoir un serveur Internet, c'est-à-dire un ordinateur ou un serveur web. Vous allez demander un site, soi-disant je suis sur une demande de Google. Et puis, ce site-là qui est google.com ou .dz ou autre, je vais le demander par rapport à quoi? Par rapport à mon PC qui est dans mon loyer. Alors, je vais utiliser le modem pour me connecter au réseau de base à travers mon opérateur qui est par exemple Algérie Télécom. Et puis, qu'est-ce que je vais recevoir? Je vais recevoir depuis ce serveur web des signaux sous forme de site web. Alors, ces signaux vont se propager sur le canal de transmission jusqu'à arriver à mon modem qui va me décoder ce signal, c'est-à-dire le site web, et il va me donner un site web d'une façon visible, c'est-à-dire il va interpréter ce signal à travers le navigateur, bien sûr, et là c'est une autre opération, mais le plus essentiel, c'est que je vais devoir transmettre un signal par rapport à un canal de transmission pour atteindre ma cible à travers le modem qui va jouer le rôle de modulation et démodulation de mon signe. Alors, ces équipements auxiliaires, ils vont m'aider à transmettre toujours mon signal de base d'un point A vers un point B. Alors, voici un schéma de communication entre la source de données et la destination. Je vais avoir le modem qui est sous forme de circuit auxiliaire qui va m'aider à transmettre mon signal à travers le canal de transmission. Alors, si on parle de liaison, on va parler de type de liaison. Il existe énormément de liaisons ou de types de liaisons, et ces types de liaisons vont me définir comment mon réseau va se faire ou va fonctionner. Alors, on aura une liaison point à point, et aussi on peut les appeler les types de liaison ou bien on peut les appeler aussi les topologies réseau. C'est-à-dire que je peux les nommer aussi les topologies réseau. Alors, on va avoir ce signal ou ce type de liaison qui est, par exemple, le point à point. C'est-à-dire que je vais avoir ici un point A
et un point B qui sont reliés entre eux directement par un support de transmission. Toujours, on va avoir un support entre les deux, bien sûr. On a parlé de ça et on va le détailler par la suite et voir les types de supports de transmission. Mais à ce stade, on a ce type de liaison qui est point à point, c'est-à-dire que je vais avoir un point A et un point B et une liaison et uniquement une liaison de A à B. Alors, on peut avoir aussi une liaison multipoint, c'est-à-dire que je vais avoir un point A, un point B et un point C. Alors, A, B et C, on est sur des ordinateurs ou bien des objets connectables. On s'est mis d'accord que les composants du réseau sont souvent des ordinateurs. La plupart des cas, c'est des ordinateurs, mais je peux aussi avoir des notions ou des équipements connectables ou n'importe quel équipement connectable, je peux l'utiliser sur le réseau. Alors, avec les multipoints, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un canal de transmission qui est commun entre A, B et C, mais je vais avoir aussi des points intermédiaires de connexion entre A, B et C qui vont partager le même support de communication. On a aussi le type de liaison qui s'appelle point à multipoint, c'est-à-dire je vais avoir A qui va distribuer de l'information d'une façon simultanée à B, C et D. Et là, on est sur une configuration très utilisée. Vous avez un serveur ici qui va distribuer l'information pour un ensemble de clients, 1, 2, 3 et 4. Et cette configuration, on va le trouver surtout sur les réseaux Internet. Tout ce qui est Internet, il va fonctionner selon cette façon, ou point à multipoint. Vous avez un ensemble d'utilisateurs qui vont connecter sur un seul serveur web. C'est-à-dire, sur un serveur web, vous allez avoir énormément de demandes et dès que vous allez avoir des demandes sur ce serveur, le serveur va répondre d'une façon simultanée A, B et C et D. Bien sûr, à chaque fois que je vais avoir des utilisateurs, je dois avoir ce point-là qui doit être aussi performant parce qu'il va pouvoir partager énormément d'informations d'une façon simultanée. Alors, ça, l'exemple de base, c'est Internet. L'exemple du point à point, c'est ce que vous faites dans la maison. Par exemple, vous allez relier deux PC entre eux pour partager des fichiers. Les multipoints, c'est tout ce qui est en rapport avec les supports téléphoniques ou les réseaux téléphoniques. Vous allez trouver tout le monde qui aura un seul câble de transmission et il va se diviser par rapport au loyer. Si je suis par exemple dans un bâtiment, vous allez trouver un seul câble qui va rentrer dans tout le bâtiment, dans tout le bloc. Et puis, on va diviser ce câble-là de connexion, par exemple l'Internet ou téléphonique, on va le diviser entre les loyers, c'est-à-dire qu'ils auront toujours un seul canal de transmission, mais je vais diviser ou faire des liaisons entre chaque maison, chaque loyer, et le canal de transmission qui est le canal principal que les autres vont se partager mutuellement. Alors, la connexion point à multipoint, vous allez avoir un point qui est considéré comme un serveur et d'autres qui sont considérés comme des clients. Et l'exemple le plus connu, c'est les réseaux Internet où vous allez pouvoir vous adapter ou demander des contenus d'une façon parallèle et simultanée, c'est-à-dire un ensemble d'utilisateurs qui vont se connecter sur un serveur web et demander un contenu et ils seront servis tous en même temps d'une façon parallèle. L'autre type de liaison, c'est la liaison en boucle ou bien en anneau. Et là, vous allez avoir des points A, B, C et D avec une liaison sous forme d'anneau ou sous forme de boucle. Et là, vous allez pouvoir partager de l'information avec des liaisons sous forme d'anneaux et de boucles.
Alors, on a aussi des modes d'échange dans les transmissions, on a aussi des modes d'échange. On a vu le principe de transmission. On a dit qu'on aura à transmettre une quantité d'informations entre deux points. On a vu aussi les topologies de transmission. On peut avoir énormément de topologies et on peut aussi avoir des modes d'échange, c'est-à-dire la façon de faire l'échange ou la façon de faire la transmission. Alors, le premier mode, c'est le mode simplex. Et c'est un seul sens d'émission dans le canal de transmission. C'est-à-dire que vous allez avoir un point A et un point B. Et entre les deux, vous allez avoir un canal de transmission qui va être dirigé uniquement sur un seul sens, c'est-à-dire soit de A vers B, soit de B vers A. On ne va pas avoir un double sens, mais on va avoir un sens unique de transmission. C'est-à-dire que soit je vais toujours transmettre de A vers B, soit je vais toujours transmettre de B vers A. Alors, l'autre mode de transmission, c'est le half duplex. Un émetteur dans ce mode, un émetteur à chaque extrémité et une émission à tour de rôle dans le même canal de transmission, selon bien sûr des règles définies par la liaison des deux. Là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir A et B, un seul canal de transmission entre les deux, et on va essayer de faire une loi ou une règle de transmission, c'est-à-dire une règle de transmission entre A et B. Ici, la transmission, elle est bidirectionnelle, c'est-à-dire A peut envoyer à B et B peut envoyer à A, mais à condition de ne pas avoir cette transmission d'une façon simultanée. Je m'explique. Lorsque A envoie de l'information à B, B, il est obligé d'arrêter la transmission. Il ne peut pas envoyer tant que A, il est en train d'envoyer. Et vice-versa. Lorsque B va envoyer, le A n'a pas le droit d'envoyer. C'est-à-dire à tour de rôle. Chacun a son rôle, à son tour, il va envoyer de l'information dans un sens. Dans un sens. Et là, on l'appelle le half duplex, c'est-à-dire que je suis sur du tour de rôle. L'autre mode aussi d'échange ou de transmission, c'est le mode duplex ou bien le full duplex. Alors, dans ce mode, vous avez aussi des émetteurs à chaque extrémité, deux points, et puis on aura une émission simultanée dans le canal de transmission. Alors, la transmission simultanée, c'est-à-dire qu'on aura A d'un côté et B de l'autre, et puis A peut envoyer à B, ou B peut envoyer à A, et A peut envoyer à B d'une façon simultanée. C'est-à-dire, je vais avoir la possibilité de faire cet échange d'une façon simultanée, c'est-à-dire d'une façon parallèle entre les deux. A peut envoyer lorsque B il est en train d'envoyer. Et c'est ce que vous faites sur les réseaux sociaux lorsque vous allez faire, par exemple, de la messagerie. Vous êtes en train de faire de la messagerie entre deux utilisateurs, par exemple, d'un réseau social, deux utilisateurs de Facebook, par exemple, qui utilisent Messenger de Facebook. Alors, on est en train d'écrire en même temps et on est en train d'envoyer en même temps. Bien sûr, ces messages, quand on va les écrire, vont être transformés vers des signaux qui seront transmis dans le canal de transmission jusqu'à arriver à destination. Et les deux peuvent envoyer en même temps, c'est-à-dire ils peuvent écrire des messages d'une façon simultanée par rapport de A jusqu'à B. On a aussi deux types de transmission. D'autres types de transmission sont les transmissions parallèles et les transmissions séries qu'on va les détailler par la suite. Alors,
On va y finir avec ce point qui est la synchronisation des transmissions. Et on va s'arrêter ici pour ce cours-là, ce premier cours. Alors, la synchronisation, elle est très importante lorsqu'on va faire de la transmission. Et cette transmission, on va l'appeler synchrone parce qu'on va utiliser avec le signal de données un signal d'horloge. Alors, le rôle de ce signal d'horloge, c'est qu'il va essayer de synchroniser l'échange et envoyer une quantité de données par rapport à un intervalle de temps bien déterminé. Alors, dans la transmission synchrone, on aura le temps qui va surgir, c'est-à-dire un intervalle de temps qui est un intervalle uniforme. À chaque instant, je vais envoyer une quantité de données. Et là, on va avoir deux signaux côte à côte, le signal de données et le signal d'horloge qui va l'accompagner. Alors, je vais avoir ce signal d'horloge qui est toujours associé aux données. Et à chaque fois que je vais avoir un franc montant par rapport à l'horloge, je vais envoyer une quantité de données. Chaque intervalle de temps, qui est un intervalle uniforme, qui ne change pas, on va l'utiliser pour envoyer une quantité d'informations. Et là, on l'appelle la transmission synchrone parce que je vais utiliser un intervalle de temps qui est uniforme et qui va me diviser l'information en petites données ou en petites quantités et l'envoyer à chaque fois que je vais faire ma transmission. Et je vais diviser cela, ou mon canal de transmission sera divisé en ensemble de données. Ça, c'est le premier morceau, le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'à atteindre la fin du signal de données. Et puis à la réception, bien sûr, on va récupérer ces informations et reconstituer le signal de données par rapport au signal d'horloge. À signaler que dans la transmission synchrone, le signal d'horloge aura uniquement le rôle d'uniformiser la transmission. Il ne sera pas utile pour nous. Ce qui nous importe ici, c'est le signal de données. L'information, c'est le signal de données et non pas le signal d'horloge. Le signal d'horloge aura uniquement juste à nous faire la synchronisation de la transmission et pas plus. Alors, on va s'arrêter ici. La séance prochaine, on va voir la transmission ou la transmission asynchrone et aussi parler des termes liés à la transmission, notamment des modulations, des supports de transmission et comment effectuer l'opération de transmission.